Et bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce petit stream de ce dimanche 6 avril 2025. 14 heures. J'ai quelque chose que je préfère faire le matin, mais j'avais besoin de dormir et de me préparer. Donc finalement, on fait ça en début d'après-midi, sciencement dimanche. Voilà, avec le programme habituel. Je pense pas que ça dure très très longtemps, ce premier stream de la journée, hein, mais la journée va être chargée puisqu'il y aura deux autres streams qui suivront. Ce matin non, du coup ce début d'après-midi, ça va être un petit peu de revue de presse, généraliste et rapide parce que j'ai eu très peu de temps pour lire de la presse. Euh, et puis on verra un ou deux livres rapidement aussi, un petit peu d'actualité et puis évidemment de la discussion si vous avez envie de réagir, c'est comme toujours le bienvenu. Et puis donc cet après-midi, on fera un petit sciencement dimanche prochain. Et ce soir, un mardi dimanche science. On en parlera à la fin du stream. Euh, et ben on va commencer. Et puis comme d'habitude, hein, si vous avez le moindre truc, enfin vous savez comment ça fonctionne, c'est Twitch. Hein. Vous mettez dans le chat et puis on essaye de réagir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce format parce que je travaille aussi le dimanche. Donc en fait, pour pouvoir être là, il faut que je me réserve un dimanche particulier pour ne pas travailler ailleurs. Pardon, je regarde ma tortue en même temps qui est en train de manger sa mâche. Bon, on va commencer tout de suite. Par quoi on commence? Alors j'ai trois titres à vous présenter, mais quatre magazines puisqu'il y a eu un hors-série. On va commencer par ce hors-série d'ailleurs, tiens. Hors-série numéro 14 de Epsilon. Donc Epsilon, hein, c'est ce magazine mensuel de vulgarisation scientifique qui part sur absolument tous les domaines de la science que je trouve toujours aussi extraordinaire. Donc là, on est déjà au numéro 46 avril 2025. C'est formidable. Et donc, régulièrement, il me semble que c'est tous les 3 mois, il me semble que c'est ils nous sortent un hors-série. Et celui-ci est sur l'espace, le dossier exploration. J'avoue que quand j'ai vu le titre, j'étais en mode allez, c'est parti, on est encore sur euh, l'astronomie, astrophysique et autres choses qui sont très très intéressantes. J'avoue que c'est pas du tout mon truc, moi, l'espace à la base. À part Star Trek et l'Ultime Frontière, ça ne me parle pas plus que ça. Et puis d'un autre côté, il faut que je travaille dessus, donc on y est. Et en fait, c'est vachement plus que ça, parce que là, c'est sur la notion même d'espace. C'est-à-dire que oui, ça va parler de science, de l'espace, de la conquête spatiale, mais vraiment pas que. Et en fait, ça, on le voit dès l'introduction. L'espace, c'est quoi? On a aussi on a des rapports de pouvoir rien qu'en regardant le nom des espaces. Et en fait, ça va être tous les espaces. Rien que sur la couverture, on voit ville interstellaire, l'attendu, mais aussi île virtuelle, morphospace, microforêt. Et donc, ça va être vraiment la notion d'espace en général. Et rien qu'en lisant les quelques pages d'introduction, bah, déjà tellement de choses à apprendre. Comment l'espace des étoiles devient une destination de tourisme avec les premières sorties, etc. Et puis ce développement des tourismes assez inégaux puisqu'on a de plus en plus de tourisme vers les destinations touristiques traditionnelles et du coup pour certaines élites économiques le développement d'un tourisme inaccessible aux autres, donc ça va être les grandes profondeurs, l'espace en lui-même. Donc voilà, mais aussi comment la notion d'espace s'apprend. C'est vrai que moi j'avais entendu, bon, en me doutant bien sûr que c'était stupide, mais on dit souvent que les femmes n'ont pas le sens de l'orientation, que c'est plutôt un truc d'homme. Certains avaient même expliqué que c'était lié à la testostérone qui activait la partie du cerveau qui gère la notion d'orientation spatiale. C'est complètement con, bien entendu. Euh, et une étude a montré que non, l'espace, ça s'apprend. Alors ça a été fait avec le jeu vidéo, mais qui montre que les habitants de Paris, aux villes un peu tordues, s'en sortent mieux que les habitants de Chicago, où où les rues sont tirées au cordeau. Et que finalement, il y a effectivement une dichotomie genrée, mais que cette dichotomie ne s'explique absolument pas par la biologie, mais par la culture.
Les filles ont moins l'occasion de sortir seules, de sortir jouer dehors, etc. Et donc d'entraîner leur sens de l'orientation. Mais voilà, ça s'apprend. Et j'avais beaucoup aimé ces quelques pages sur les rapports de pouvoir avec les noms, comment la colonisation a renommé une grande partie des grands lieux. Par exemple, le mont Everest est un nom tout à fait européen, mais son nom originel, c'est, alors attendez que je le retrouve parce que je ne le connais pas du coup, c'était le Chomolungma. Voilà, tout simplement, ou les chutes Victoria qui étaient les Mosi Watunya. Donc voilà, et comment la décolonisation a eu comme enjeu déjà de renommer une partie des pays décolonisés, la place aussi de l'être humain dans ces espaces, comment tous ces espaces ont été anthropisés. Et puis quelque chose que je trouve assez incroyable, ce sont les échelles de l'espace. Alors ils en parlent de 185, elles sont bien sûr pas tout données, mais voilà, vous voyez en bas on va de l'infiniment petit avec l'espace le plus petit qui correspond au volume d'un électron, c'est nommé alors non, le volume de Planck qui est le plus petit volume accepté en physique à l'heure actuelle, puisqu'en dessous, alors en deçà, d'après la mécanique quantique, plus aucun volume ni longueur n'a de sens physique. Bon voilà, je suis pas physicien donc j'irai pas plus loin. Et puis ça va jusque, si on prend l'univers connu, voilà, il faudrait 38 zéros avant ces zéros. Hop, on est ici, là on est en kilomètres cubes, hein. Avec 357 avant, c'est précis quand même, ça c'est voilà, ça me fait énormément rire. Et d'apprendre aussi que l'espace, on a toujours dit que notre espace, notre univers était en expansion, une expansion qui allait de plus en plus vite et qui manifestement ralentirait, une étude qui devrait être publiée. Bon, voilà. Bref, encore une fois, plein de choses à apprendre dans Epsilon. Et c'est aussi le cas avec le mensuel du mois. Alors la couverture, elle est extrêmement neutre, j'aime énormément. D'ailleurs, c'était pour parler de la neutralité de Internet. Et puis en même temps, comment symboliser Internet en couverture, c'est quand même un sacré défi. Plusieurs dossiers dans ce Epsilon sur Internet, enfin deux gros en l'occurrence. Je n'ai pas encore lu le deuxième, mais le premier, c'est voilà, où est-ce que c'est est-ce que c'est la fin d'Internet? Voilà. Et d'expliquer que Internet à la base c'est un réseau qui est censé être libre, neutre, qui nous permet de nous mettre en réseau et de nous connecter avec plein de choses, de communiquer et finalement d'échapper un petit peu à toutes ces contraintes qu'on a d'un point de vue matériel et d'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que on peut revenir sur ça. Notamment le problème qui est posé par l'IA, l'intelligence artificielle, ces dernières années. Ce qui je trouve intéressant, c'est que le problème n'est pas l'IA en soi, mais c'est ce qui en est fait, avec dans un but parfaitement matérialiste, c'est-à-dire dans le but de se faire de l'argent. Les IA qui nous polluent complètement Internet avec des milliers de sites qui sont créés entièrement par IA, notamment des sites d'information, et ces informations sont des articles d'actualité qui sont créés par IA et qui disent souvent n'importe quoi. Puis c'est souvent intéressé, hein, on a vu des pics pendant la guerre en Ukraine ou les élections présidentielles américaines, etc. Qui font que c'est de plus en plus compliqué de circuler, de se renseigner efficacement sur Internet. Et puis il y a aussi les volumes financiers qui sont en jeu, qui font qu'Internet est de moins en moins accessible librement et de plus en plus dans les mains de très grandes entreprises, les fameuses GAFA, qui du coup, avec la mainmise qu'elles ont dessus, qui sont pour la plupart d'ailleurs états-uniennes, même si la Chine monte dans la course, on voit bien, hein, ça devient compliqué. On a vu X qui était un endroit absolument incroyable, qui devient absolument ingérable et ce qui n'est plus un lieu de liberté d'expression. Et puis pour revenir, on va faire un petit crochet par l'actualité du coup, hein, mais on voit que un des derniers espaces un petit peu libres comme ça, c'est Wikipédia aujourd'hui, qui est fortement attaqué par beaucoup d'éditorialistes d'une coloration politique de droite, voire d'extrême droite, hein, on va pas se mentir. Avec Elon Musk qui a lancé un petit peu la danse
en attaquant beaucoup Wikipédia, qui a essayé de le racheter, qui n'a pas pu et qui du coup soudainement ça passe de l'outil qu'il veut racheter à un outil absolument indéfendable qu'il faut boycotter. Ou en France c'est le journal Le Point qui s'en prend beaucoup à lui parce qu'il estime que c'est une plateforme complètement militante et politiquement orientée à gauche. Wikipédia n'est pas parfait, mais Wikipédia est libre et indépendant et avec une charte. Alors, je suis pas du tout participant à Wikipédia, hein, j'aimerais bien, mais je n'ai pas le temps et j'avoue que ça fait un petit peu peur, même si ça s'apprend, il n'y a pas de souci. Mais le fait est qu'il y a une charte, il y a des discussions, il faut que les informations soient sourcées. Toutes ces conditions sont régulièrement remplies. Alors là, il y a carrément un livre qui est sorti d'un d'un ancien participant de Wikipédia qui estime avoir été chassé du site internet parce que il était parce qu'on a voulu restreindre sa liberté d'expression, etc. Et en fait, c'est juste que c'était quelqu'un qui avait des prises de position régulièrement d'extrême droite avec l'idée d'un complot sur la perte des valeurs françaises, etc. Et qui ne sourçait pas ses, il n'y avait pas de source en fait, tout simplement. Et en fait, Wikipédia c'est une encyclopédie, c'est de la science, et si on ne respecte pas le fonctionnement, bah, c'est assez logique qu'on n'y reste pas. Donc voilà, est-ce que Internet était un être ouvert universel et est-ce que Internet est en train de se terminer? Peut-être, peut-être, je ne sais pas, moi je n'ai pas la réponse, et puis je pense que l'article ne donne pas de réponse non plus, il termine quand même en disant que c'est pas qu'il n'y a pas d'espoir, mais c'est vrai que ces changements sont pas, on peut pas revenir sur ces changements, hein, ça va être extrêmement difficile, mais on peut continuer à défendre les bastions qui nous restent comme Wikipédia. Puis faire attention parce que ça devient de plus en plus aussi un outil de surveillance par certains gouvernements qui rêvent de mettre la main sur Wikipédia, le lapsus révélateur, sur Internet en général, et on a vu hein, pendant les, alors même en France, hein, pendant les émeutes en Nouvelle-Calédonie, TikTok avait été fermé par le gouvernement. Enfin, il y a toujours un enjeu politique derrière tout ça. On verra comment ça évolue. Et puis aussi dans ce Epsilon, alors il y a une rubrique à chaque fois que j'adore, c'est le labyrinthe, euh, qui montre un petit peu un casse-tête avec toutes les problématiques et du oui mais, etc. Donc là on part sur ici le casse-tête du carton, le fait qu'il y en ait de plus en plus, qu'il soit extrêmement pratique mais qu'il soit polluant, etc. Et ça c'est quelque chose que j'ai aussi trouvé hyper intéressant. Vous le savez, je travaille aussi dans le compostage. Il y a souvent cette question de composter le carton. Donc j'ai trouvé ça intéressant d'avoir un petit peu tous les tenants et aboutissants, comment l'utilisation du carton a explosé avec le développement des plateformes de vente en ligne, Vinted, comment bah, ça reste un matériau polluant, que la fabrication, le traitement sont pas anodins, et que finalement bah, j'ai beaucoup aimé un petit mot qui dit que la meilleure chose à faire avec le carton c'est de le réemployer. Un carton ça ne s'utilise pas qu'une seule fois. Et ça a l'air un petit peu sensé dit comme ça, mais est-ce que les gens ont toujours le réflexe de mettre un carton de côté pendant quelques jours, quelques semaines pour pouvoir le réutiliser? Ou est-ce qu'on le jette à la poubelle et puis le jour où on a besoin d'un nouveau carton, ben soit on en récupère un, soit on en rachète un, c'est pas très cher. J'ai bien aimé les questions que ça pose. Euh, et puis un article aussi qui confirme à quel point l'allaitement du bébé par la maman est hyper bon pour la santé à la fois du bébé et de la mère, mais aussi sur le pourquoi est-ce que cet allaitement n'est pas systématique, et finalement c'est souvent social et politique, hein. Quand une mère n'a pas assez de congés de maternité, bah, elle n'a pas le temps d'allaiter, donc euh, alors que l'allaitement permet de faire baisser tous les risques de diabète, d'obésité, de mortalité infantile, de mort inattendue de nourrisson, de TDAH, d'asthme, de bronchite, de tout quoi. Et pour la mère, baisse de risque de diabète, mais aussi d'AVC, de cancer du sein, enfin c'est assez colossal. Donc voilà, c'est peut-être un article qu'il faudrait faire lire à des personnes qui sont pour un réarmement démographique, mais qui ne vont pas adopter des politiques en faveur de
de ça. Et d'ailleurs, on va faire une toute petite parenthèse tout de suite, mais Epsilon, tant que j'y pense, a lancé une nouvelle campagne de financement participatif, hein. C'est un des grands principes de ce magazine, c'est qu'ils veulent être indépendants et ils ne dépendent quasiment que de leurs abonnés pour pouvoir vivre. Enfin, voilà, comme source de revenus, quasiment pas de pub dans Epsilon. Et ils ont un nouveau projet, un financement participatif. Alors attendez, que je le retrouve, c'est sur Ulule. Ils avaient fait ça, alors déjà pour le lancement du magazine, et je suis abonné depuis ce moment-là, mais pas que. Ah bah voilà, là c'était pour le. euh, Ça remonte à quand ça? Voilà, 14 juin 2021, quand ils ont voulu lancer le magazine. 3130% de prévente, c'était absolument colossal et incroyable. Et donc ils lancent une. Oui d'accord, mais moi je veux leur compte, merci. Ils avaient fait deux nouvelles collectes pour faire deux ouvrages. De beaux livres, hein, j'ai oublié de les prendre avec moi, tiens, est-ce que je les ai par là? Bon, je les retrouverai pas à temps parce que j'ai choisi l'angle de ma caméra, mais ma chambre est un bazar monstrueux. Donc ils avaient fait un premier livre Objectif Lune, avec voilà tout un tas d'informations sur ce sujet-là, et puis un deuxième sur l'appel de la forêt. Alors j'aime beaucoup ces petites reprises de thématiques. Et ils en ont fait un troisième qui est encore en cours pour finaliser une trilogie d'ouvrages comme ça. Epsilon plonge dans les abysses. Donc voilà, c'est pour un troisième ouvrage dans les abysses. Euh, bon, il reste 2 jours pour contribuer de ce que je vois. On peut contribuer pour n'importe quelle somme, hein. En tout cas, eux, ils ont atteint leur objectif et ça, c'est toujours une très bonne nouvelle. Ça vous coûtera 15 euros pour recevoir le livre quand il sera édité. C'est assez rapide, c'est sûr. Enfin voilà. Moi, je vais aller participer tout à l'heure. Sinon, c'est un livre que vous pourrez retrouver ensuite en librairie ou en presse. Je sais pas dans quel médium c'est distribué. Euh, mais voilà, si vous aimez bien le travail d'Epsilon, n'hésitez pas à aller donner un petit coup de pouce. À la fin du. Je vais le mettre le lien dans le chat, mais à la fin du stream, n'hésitez. Je mettrai les liens sur le Discord. Hein, voilà. Bon, et puis on va ensuite continuer. Alors, le dernier numéro d'Epsilon parlait pas mal de l'IA. C'est une thématique qui est reprise aussi dans le dernier numéro d'Archéologia. Donc, Archéologia, c'est ce euh, mensuel qui parle de l'actualité archéologique, hein. Donc là, numéro 641 pour avril 2025, c'est un magazine pas tout récent. Alors je suis pas objectif parce que je suis assez fan du personnage, mais il y a la rubrique Les grandes questions de l'archéologie qui est donnée, qui est écrite par Jean-Paul Demoule, hein, le président fondateur de l'INRAP, et un préhistorien, proto-historien spécialisé. Et là, la question, c'est l'archéologie face à l'intelligence artificielle. Alors, c'est intéressant parce que il commence en demandant à ChatGPT qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter à l'archéologie. Et alors, ChatGPT fait une démonstration assez conséquente, hein. Ça peut analyser des données, reconnaître des images, prédire la situation de certains sites, aider à la restauration virtuelle, traiter le langage et favoriser la collaboration interdisciplinaire. Et c'est vrai que l'IA, quand c'est un bon outil, est utilisé en tant que tel, peut aider, hein. On a beaucoup parlé ces dernières années, on a retrouvé des rouleaux de papyrus, enfin des parchemins préservés à Herculanum, la deuxième Pompéi qui a brûlé dans l'explosion dans l'éruption de l'Etna, du Vésuve. Euh,
Et l'IA avait, enfin on peut pas dérouler ces parchemins sans les détruire, donc on les avait analysés avec des scanners, etc. Et puis l'IA avait participé à déchiffrer les lettres auxquelles on n'a pas accès. Donc du coup l'IA peut être un bon outil. C'est pareil quand on doit remonter des tessons de poterie, faire ça à la main et à l'œil comme on l'a fait, à l'œil nu pardon, parce qu'à l'œil, bon, pour les étudiants oui, mais voilà. Comme on le fait depuis des décennies, c'est long, c'est fastidieux et c'est pas toujours efficace. Et l'IA peut aider pour ça. Maintenant, l'IA a toujours ses limites. Alors là, il y a un exemple que j'adore. Euh, Là, vous avez, euh, hop là, de ce côté-là, la maquette de Bibracte telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc Bibracte, capitale des Éduins au 1er siècle avant notre ère et notamment pendant la guerre des Gaules. Donc une très très grande cité gauloise, un très grand oppidum. Et puis là, vous avez une reconstitution proposée par IA. C'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est tellement à côté de la plaque que ça prête à sourire, quoi. On n'y est pas du tout. Ça ressemble même pas à une ville gauloise en fait. Euh, j'ai fouillé Bibracte, hein. Bon, j'ai participé une année à une campagne de fouilles dirigée par Sophie Cross sur les portes monumentales du rempart de Bibracte. C'est pas ça. Mais alors, pas ça du tout. Donc bon, l'IA peut aider l'archéologie. Pour l'instant, pas de souci à ce qu'elle remplace les archéologues, on n'y est pas encore. Et puis, une vraie problématique aussi, hein, pour si des étudiants sont enclins à utiliser l'IA, quelque chose qui est souligné par Jean-Paul Demoule et auquel j'avais pas du tout pensé, c'est que les IA ont des origines états-uniennes pour la plupart, notamment ChatGPT ou Grok maintenant. Et quand on leur demande des ressources bibliographiques sur un sujet, elles nous sortent essentiellement des ressources anglophones. Et d'ailleurs parfois même des ressources qui n'existent absolument pas, c'est formidable. Donc voilà, on n'est pas encore au point, mais c'est toujours le même problème de l'IA, hein. C'est un bon outil, mais ça peut pas non plus faire ça peut pas faire le taf, quoi. Et puis ensuite, il y a un grand dossier euh, dirigé par Laurent Olivier. Donc Laurent Olivier, c'est le responsable des collections celtiques du MAN, le musée d'archéologie nationale, qui est situé à... c'est conservateur général des collections d'archéologie celtique et gauloise au musée d'archéologie nationale. Et voilà, c'est à Saint-Germain-en-Laye, donc en région parisienne. Un beau dossier qui revient sur alors, l'archéologie des hommes et des femmes et sur cette question du genre en archéologie et particulièrement à l'époque celtique. Pourquoi Parce qu'à l'époque celtique, en fait, la femme a beaucoup plus de droits que ce qu'on imagine souvent, beaucoup plus que pour la femme romaine. Il y a une égalité juridique entre l'homme et la femme chez les Gaulois, qui est détruite avec l'installation du droit romain à la fin de la conquête de César. Et donc voilà, plein de petits articles dans la famille gauloise, des femmes émancipées, des valeureuses guerrières. Il y a eu des femmes chefs de guerre, hein, chez les Celtes. Alors c'est pas une gauloise, mais je pense à Boadicée en Grande-Bretagne actuelle, qui avait fait trembler les Romains. Et puis voilà, la romanisation, la fin d'une ère de liberté. Euh, alors pourquoi cette invisibilisation de la femme gauloise aujourd'hui dans l'imaginaire collectif? C'est pour plein de raisons, les préjugés qu'on a déjà sur les Gaulois qui sont décrits comme des barbares, etc. Il faut aussi savoir que la plupart des ressources écrites qu'on a sur les Gaulois sont romaines, donc évidemment ça marche pas. Et puis aussi l'archéologie a été longtemps une affaire d'hommes et d'hommes misogynes parce que les premières fouilles datent du 19e siècle pour les fouilles un petit peu, voilà, début 20e et évidemment on est sur des archéologues qui sont des hommes issus de leur société et leur société est misogyne. Donc voilà, même si on a des tombes connues depuis longtemps comme celle de la princesse de Vix, c'est souvent considéré comme de l'exceptionnel. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui évolue beaucoup et qui se remet en question, hein. On a l'archéologie du genre qui se développe, il y a des livres là-dessus, n'hésitez pas à aller voir. Et puis il y a aussi la question de la misogynie aujourd'hui entre archéologues sur les chantiers, ça c'est aussi quelque chose
euh, qui depuis peut-être 10 ans maintenant est de plus en plus discuté avec notamment l'exposition et le livre Paye ta truelle sur le sexisme en archéologie. N'hésitez pas à vous renseigner, c'est vraiment intéressant et important. Mais donc voilà, en tout cas, les femmes gauloises ont été traitées comme toutes les femmes en archéologie pendant très longtemps, peu importe de quel côté de la truelle. Euh, et ces derniers temps, on revient aussi, on a plein de découvertes fracassantes où on se rend compte que la tombe de tel ou tel guerrier nordique, par exemple, était en fait la tombe d'une guerrière, ou de tel chasseur préhistorique, c'était en fait une chasseuse. Euh, Pourquoi ces erreurs? Parce que quand on n'avait pas les moyens techniques ou financiers de faire de l'ADN, on étudiait la dépouille en fonction de son mobilier qui l'entourait. Donc s'il y avait des armes, c'était un bonhomme. S'il y avait de quoi, des aiguilles à coudre ou autre, c'était une madame. C'est évidemment un mode de pensée restreint et qui mène à des erreurs. Et ce qui m'avait beaucoup perturbé, bon c'était sur Facebook à l'époque, hein, maintenant j'ai arrêté de batailler avec ça parce que c'est trop d'énergie perdue pour rien, mais c'est la résistance, la mauvaise foi des gens à qui on donne ces découvertes. Quand on dit, bon ben, enfin je me rappelle sur Facebook, il y avait eu un débat complètement absurde avec quelqu'un. On avait dit que des chasseurs dans les sépultures préhistoriques néolithiques avaient été retrouvés dans la cordillère des Andes, étaient en fait des chasseuses. Et quelqu'un disait c'est complètement absurde. Bon ben l'ADN il ment pas. Alors du coup il explique que c'est forcément des armes de chasse qui n'ont pas servi. Que c'est purement décoratif. Alors sur quel fondement il dit ça, personne ne sait. Et après il explique qu'on n'a jamais vu une chasseuse tuer tout seul des mammouths. Alors déjà les mammouths en Amérique du Sud, effectivement, personne n'en a tué jamais parce qu'il n'y en a jamais eu. Euh, Ensuite un bonhomme tout seul face à un mammouth, il a assez peu de chance aussi, on va pas se mentir. Enfin voilà, que beaucoup de mauvaises foi. Il avait conclu en disant que ça continue à aller aussi dire que euh, les, euh, les femmes avaient été des ouvrières qui tiraient elles toutes seules des blocs de plusieurs tonnes pour construire les pyramides. Enfin bon, face à la mauvaise foi, de toute façon, hein, il n'y a pas grand chose à faire. Et puis le dernier magazine que je voudrais vous présenter ce mois-ci, alors il y en a beaucoup plus bien sûr, mais il y en a que j'ai pas trouvé à temps. Il y en a que j'ai pas reçu non plus, il faut que je renouvelle mon abonnement à Espèce, c'est la honte. Mais on va finir sur les dossiers d'archéologie. Numéro 428 de mars-avril, donc qui est sorti le mois dernier déjà, sur les grands sites de l'art néolithique en France. Alors j'avais mal lu la couverture, je me disais c'est bizarre, ça ne parle vraiment que de sites archéologiques français, c'est dommage. Oui c'est normal, c'est un dossier sur le site de l'art néolithique en France. Euh, Très beau, très très beau, un petit peu d'histoire de la discipline et puis des zooms sur des sites, des objets. Euh, sur le Mont des Merveilles, quelques sites corses aussi. Euh, voilà, ce qui est cool, c'est que ça parle aussi bien des gravures à l'intérieur des menhirs que de décoration pariétale, que de statuettes de menhirs, statues menhirs. Donc quelque chose d'assez complet. Euh, bon voilà, c'est vrai que moi mon regret c'est que ce soit aussi focalisé chez nous et qu'en fait on n'ait pas de quoi comparer avec d'autres régions du monde, même d'Europe, mais du monde. Le néolithique, c'est un phénomène global. Euh, et même le néolithique français est en fait ce sont des cultures et des techniques qui sont importées depuis le Moyen-Orient sur plusieurs siècles et millénaires. C'est quelque chose de long dans le temps et voilà. Mais étudier l'art néolithique, c'est quelque chose de passionnant. On parle souvent de l'art paléolithique, hein, Lascaux, Chauvet, Rouffignac et autres grottes bien connues, et puis les statuettes gravétiennes. C'est formidable comme art, hein, c'est magnifique, c'est touchant, c'est beau. Mais le néolithique est un peu invisible dans tout ça. Et puis en plus de ça, à cause de l'histoire aussi, comme pendant longtemps le néolithique était inconnu, on attribuait ça aux Celtes, parce qu'on pensait qu'il n'y avait rien, donc du coup on avait un art néolithique qui était considéré comme celtique, puis on a découvert l'art paléolithique, et puis l'art néolithique a un petit peu est passé un peu à la trappe, c'est bien dommage. Même quand on parle de menhir, on pense plus à Obélix
nos tout premiers éleveurs, agriculteurs continentaux. Bon, en tout cas, un beau dossier, comme toujours, de toute façon, hein, ils déçoivent jamais. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Et puis, je vous avais promis des livres. Alors, j'en ai vu deux alors que j'ai pas eu le temps de bien lire. Le premier, alors je l'ai vu recommandé dans le numéro de... Bah, en tout cas, c'était recommandé par un magazine et effectivement, je suis tombé dessus. Ensuite, un livre de François Lasserre, Facettes fascinantes de belles bêtes, illustré, très très bien illustré par Maud Jungenet, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Donc voilà, ce petit livre aux éditions Belin, pas cher du tout. Alors si, 16 euros. Franchement, on a vu pire. Euh, alors ça m'a beaucoup fait rire parce qu'on a une couverture qui se déplie, mais pas du tout dans le sens habituel. J'ai beaucoup apprécié, ça m'a amusé. Et alors le parti pris de ce livre, c'est de parler d'une bestiole qui vit par chez nous et de montrer ses différents points de vue. Alors par exemple, j'essaie de retrouver le crapaud, puisqu'à la base, ça a été un de mes sujets d'étude. Alors ouais, le crapaud commun, voilà, Buffo, et là il est vu par les gens normaux. Donc par exemple, après les gens normaux, animal moche, selon nos critères de beauté et à cause de leur concurrence avec le grenouille ou les rainettes vertes, ces animaux marrons nus avec des pustules sont régulièrement pris comme un exemple de mocheté. Burk, sauteur, bouton. Voilà, ça c'est le point de vue des gens normaux sur les crapauds. Et puis on tourne la page et on tombe sur l'opinion des spécialistes, les herpétologues. Amphibiens avec une certaine longévité puisqu'ils peuvent vivre 10 ans, ils sont variés, dizaines de crapauds différents en France. Hivernage, qui vont hiverner, lorsqu'ils sont inquiets, ils peuvent se gonfler, ce sont des animaux qui vont migrer, qui vont estiver. Ce sont des anours. Donc là, on a les informations scientifiques données par le spécialiste. Et puis on tourne la page et on a encore un point de vue, celui des écologues. Donc là, on n'est plus sur la connaissance liée à l'animal en lui-même, mais sur sa place dans l'environnement. Ce sont des prédateurs, ce sont des animaux protégés, ce sont des animaux qui sont lents, ce sont aussi des proies. Donc on a toujours cette même illustration, mais on est sur un nouveau point de vue. Et puis on tourne la page et on a un quatrième point de vue. Là j'adore. C'est le point de vue des animalistes. Là on va être sur les défenseurs de la nature. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on fait pour les protéger? Ce sont des animaux familiers, alors pas dans le sens où ce sont des animaux domestiques, mais dans le sens où ce sont des animaux qu'on connaît très bien dans le jardin, dans les habitations, etc. Ce sont des animaux qui sont inoffensifs. Ce sont des animaux qu'on peut protéger via les crapauducs car ils sont migrateurs. Ce sont des animaux qui recherchent des abris. Enfin voilà. Et donc ça va être détaillé pour tout un tas de bestioles. Alors là, voilà, typiquement sur les cafards. Il faudrait que je le fasse lire à ma colocataire pour voir ce qu'elle en pense. Mais les guêpes, les punaises. Alors une qu'il faudra que je lise parce que moi aussi j'ai du mal, mais la scutigère. Voilà ce fameux truc dégueu que souvent, parfois les gens appellent ça une vule, alors c'est très différent, hein. C'est très très différent, mais voilà. Les chats domestiques, tiens, je viens juste de voir que les chats domestiques y sont. Alors ce serait intéressant, les animalistes, adoption, identification, stérilisation, éthique, puis bavarde, corbeaux, les serpents, comme la vipère astique, les araignées, alors il faudrait que je lise, j'ai une araignée énorme sur le balcon, je suis pas du tout à l'aise. J'adore les petites bêtes, et puis les araignées, ça passe pas quoi. Donc voilà, et puis une conclusion qui s'appelle Et maintenant on fait quoi? Alors j'y suis pas encore, j'ai hâte d'y arriver. Il y a un nain sur le rat aussi, il faudra que je le lise. Les rats sur mulot, hein, donc le rat brun de nos villes. Et puis quand même une grande partie introduction que je n'ai pas encore pu lire non plus. Euh, donc voilà, je mettrai là aussi la référence dans le Discord. Mais voilà, moi je trouve ça intéressant, je trouve que le parti pris est chouette et le concept rigolo et les illustrations magnifiques. Voilà.
Le deuxième livre, je vais pas pouvoir vous en parler parce que je n'ai absolument pas eu le temps de le lire. C'est l'ours, l'autre de l'homme. Et en fait, ce qui m'a plu, donc c'est aux éditions Babel, Arte Édition, collection Babel. Et en fait, c'est cette collection de, je crois, hein, j'ai peur de me tromper. Alors attendez, on va aller voir ça. De Rémi Marion, pardon. L'ours de Rémi Marion. Voilà, c'est ça. C'est, je trouvais le bon bouton. C'est cette collection de grands livres magnifiques où il y a tout un tas de bouquins. Il y a aussi les corneilles, les manchots. C'est vraiment une collection que j'apprécie énormément, mais qui n'est pas donnée, j'avoue. Euh, L'ours polaire dans la même catégorie, enfin voilà. Et il y a ce format poche qui m'a fait dire que l'occasion est exceptionnelle. 7,90 €, c'est déjà beaucoup plus accessible. Donc voilà. Mon objectif, c'est de lire pour le mois prochain. Ce qui me donne envie d'ailleurs de vous proposer sur le Discord peut-être une section club de lecture, un truc comme ça, il faut encore trouver le nom, mais où on pourrait choisir collectivement un livre par mois, un qui soit relativement facile à trouver ou pas trop cher ou autre, et on se donne un mois pour le lire et puis on en reparle ensuite sur le Discord. Voilà, donc ça je vais le proposer à la fin de ce stream directement sur le serveur. Mais voilà, moi c'est une idée qui me plaît bien, j'espère que ça abottera au moins une autre personne, et si on est deux, et ben c'est bon, on lance le principe. Et puis depuis l'ours, je vais enchaîner sur mon premier sujet d'actualité dont je voulais vous parler. J'ai pas préparé la page avant, mais c'est l'augmentation de la population de l'ours dans les Pyrénées. Si je tape ours des Pyrénées, je devrais avoir ensuite quelques actualités. Voilà, il y a 3 jours. Pays de l'ours. Alors, Pays de l'ours, c'est une association qui est là pour sensibiliser à la situation de l'ours dans les Pyrénées et à la cohabitation, initier et promouvoir le retour de l'ours dans les Pyrénées. Et donc, ils vont faire à la fois des actions d'animation, de sensibilisation et puis également de prévention. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien de l'accueil. Hop là. Comme ça, j'y penserai aussi tout à l'heure. Je le mettrai aussi sur Discord. Et effectivement, 2024, on devrait avoir 104 ours estimés, 96 ours détectés, hein, donc ceux on pense qu'ils sont là et puis ceux qu'on a effectivement repérés. Donc on est encore sur une progression de cette population, ça augmente. Avec 7 ours dans les Pyrénées occidentales et 87 ours dans les Pyrénées centrales. Donc on voit qu'il y a quand même une répartition très inégale. Environ 22 oursons en 2024. Donc ça c'est une évolution de la population qui grandit. Ça c'est la bonne nouvelle. Maintenant il n'y a pas que une bonne nouvelle. Il y a quelques mauvaises nouvelles quand même. La première c'est que 104 ours, ça a l'air beaucoup, sauf qu'on va rappeler que déjà les Pyrénées c'est grand. Hein. Ça a l'air bête dit comme ça, mais les Pyrénées c'est absolument gigantesque. Et le fait est que 100 ours pour tout ça, c'est pas tant que ça. L'autre truc, c'est qu'on va rappeler que pour qu'une population animale sauvage soit jugée viable et pérenne, il faut au moins 300 individus génétiquement distincts pour éviter la consanguinité. Et là, on va avoir ce problème-là, la consanguinité. Puisqu'on a Néré et Canelito, qui sont deux mâles qui circulent beaucoup. Et il me semble que c'est surtout Néré, mais Canelito aussi, ce sont les papas de beaucoup des oursons qui naissent dans les Pyrénées.
Alors Canelito, c'est l'ourson de Canel, qui avait été tué en 2008, je crois. J'étais en CM2. Ça avait fait beaucoup de tabac à l'époque parce que Canel, c'était la dernière ours 100% pyrénéenne. Canelito, sa mère est pyrénéenne, mais son père était slovène. Euh, ou roumain, je sais plus. Bref, en tout cas, il venait d'Europe plus à l'est que nous. Et avec Canel, c'est donc éteint officiellement la sous-espèce pyrénéenne de l'ours brun. Et donc aujourd'hui, c'est compliqué parce que même si l'année prochaine on espère encore avoir pas mal de portées, hein, là ils disent projection, ils espèrent une douzaine de portées, on manque de diversité génétique. On manque aussi de protection efficace puisqu'il continue à y avoir régulièrement des ours abattus illégalement par des chasseurs. Soit on retrouve l'ours après, soit alors il y a ça fait quoi 2 ans maintenant qu'il y a eu un accident de chasse avec un chasseur qui s'était fait à moitié arracher la jambe par une ours. Mais l'enquête a révélé que ce chasseur était avec d'autres chasseurs en train de faire une battue, soi-disant au sanglier, qu'ils n'étaient pas là où ils étaient déclarés, ils étaient de manière consciente sur un territoire d'ours. Et là, c'est une femelle avec ses petits qui a donc décidé de défendre ses petits. Enfin, ils cherchent la merde, quoi. Euh, et il y a une lâcheté politique qui consiste à éviter le problème en ne mettant pas sur le tapis la possibilité de réintroduire des ours, alors que c'est un engagement français, il faut le faire. Ce qui à chaque fois évidemment révolte les bergers, alors que les bergers ont plusieurs solutions à disposition, solutions qui sont rarement saisies, hein. Le gouvernement leur propose un héliportage de matériel de protection des brebis sur place. Et en fait, le matériel n'est pas toujours déballé, en fait, tout simplement. Hein. On propose des clôtures électriques qui ne sont pas installées. Il y a des aides pour l'achat et l'élevage de patous. Il y a des aides pour avoir des pâtres qui y vont. Et tout ça n'est pas saisi. Euh, bon, voilà, moi c'est quelque chose que j'ai jamais bien compris. Laisser ses brebis toutes seules dans la montagne sans surveillance et puis avoir un problème quand il y en a une qui se fait bouffer. Alors pour rappel, il n'y a pas que des ours dans les Pyrénées qui bouffent des brebis, il y a aussi beaucoup de chiens sauvages. Le loup n'est pas encore trop un problème, mais ça va le devenir. Enfin un problème pour les bergers, hein, pas pour moi. Enfin voilà, c'est toujours ce bon vieux gros débat avec beaucoup de mauvaise foi de pas... enfin j'allais dire de part et d'autre. Oui, oui, non. Enfin je sais pas si le problème est nié par les défenseur de l'ours. L'ours est un prédateur, c'est aussi un architecte de la montagne, c'est un symbole des Pyrénées. Et encore, le fait qu'il n'y ait des ours que dans les Pyrénées en France n'est pas quelque chose de normal, hein. Il a tout simplement disparu et été poussé à l'extinction de partout ailleurs. Voilà. Enfin bon, c'est un débat qui est vraiment pas fini. Mais en tout cas, sachez que quand on vous dit que la population d'ours dans les Pyrénées a augmenté, c'est une bonne nouvelle, oui, mais en demi-teinte, ce n'est pas une augmentation qui sera suffisante. Il faut donner un petit coup de pouce. Euh... Bon voilà, encore les ours, je peux pas m'en empêcher. On parle d'ours, mais c'est vraiment un animal incroyable. Et il faut savoir que depuis que je pense qu'une de mes premières manifestations quand j'étais petit, c'était une manifestation pour la réintroduction de l'ours. J'étais très jeune et bon évidemment quand je dis que c'était ma première manifestation, c'est mes parents qui m'y avaient amené. Hein. Je me rappelle qu'il y avait une grosse peluche de bisounours avec écrit les ours aussi ont un cœur parce que la peluche avait un cœur sur la poitrine. Enfin bon, c'était mignon. Et puis le dernier point d'actualité que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'était on va parler de Stand Up for Science. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Stand Up for Science France. Alors Stand Up for Science, c'est un mouvement international de défense et de prise de position pour les sciences. Parce que les sciences sont menacées et attaquées de toutes parts depuis longtemps. Ça s'est très fortement accéléré ces dernières semaines.
j'allais dire ces dernières années, mais non, c'est ces dernières semaines avec ce qui se passe aux États-Unis, hein, Trump qui bloque complètement tout, c'est absolument terrifiant. On en avait un petit peu parlé sur un dimanche soir sur Indiana Jones, mais c'était la fin du jeu, donc en fait ça n'était pas hyper propice pour en parler. Mais il se trouve qu'effectivement, Trump attaque violemment les laboratoires et les universités avec retrait d'articles qui parlent de certains termes, notamment femmes, LGBT, VIH. Et ça sont des conséquences qui, c'est pas quelque chose de lointain qui va pas nous toucher, c'est que aujourd'hui ça aussi il s'en est pris au service de santé publique américaine, alors que les États-Unis sont fortement touchés par la grippe aviaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a plus aucune visibilité sur l'épisode aussi de grippe aviaire qui se passe aux États-Unis. Et ça c'est euh, incroyablement dangereux en fait. Et au-delà de ça, ce sont des milliers de chercheurs qui du jour au lendemain se retrouvent sans emploi. Euh, Et puis ce danger incroyable de faire cesser des recherches ou de retirer des articles si jamais ils parlent d'un sujet dont on ne veut pas. On est sur un point de fascisation extrême, euh, mais qui n'est pas non plus isolé. Ce qui se passe en Europe et notamment en France n'est pas non plus anodin, même si c'est moins évident et que le grand public ne s'en rend pas forcément autant compte parce que c'est moins spectaculaire. Il y a une diminution constante des budgets de recherche en France. Il y a des réorganisations régulières qui éliminent de plus en plus les petits laboratoires pour se concentrer sur certains grands laboratoires. Voilà, il y a une injonction à la rentabilité de la recherche. La recherche n'est pas là pour être rentable. Elle finit par l'être. Ça, c'est prouvé, etc. Il n'y a aucun souci. Mais elle ne peut pas l'être dans l'immédiat. La recherche, c'est quelque chose sur le long terme. Et en fait, il y a des réformes. Je me rappelle quand j'étais étudiant en 2019, c'était quoi? C'était la loi Vidal. Les réformes en fait qui poussent les scientifiques à publier de plus en plus, à être dans la performance. Et en fait, plus ça va et moins les scientifiques chercheurs ne peuvent faire de recherche, quoi. Et c'est ça qui est terrible. Euh, et puis aussi le problème de la l'investissement dans l'espace de recherche publique par des entreprises privées. Bref, Stand Up for Science, ça va être un mouvement organisé contre ça, qui a un écho dans la presse que je trouve bien trop petit et restreint. C'est bien dommage, mais donc il y aura un manifeste que vous pouvez aller lire, mais en gros ce que ça revendique, Stand Up for Science, ça va être euh, une indépendance de la science. Il faut que la science soit absolument indépendante des gouvernements. Il faut qu'elle soit indépendante aussi des intérêts privés. Euh, on voit à quel point euh, l'investissement de l'industrie du tabagisme dans la recherche médicale a ralenti la lutte contre le tabagisme et a entraîné par extension énormément de morts. Total aujourd'hui fait partie de ces entreprises qui investissent à fond dans la recherche. Donc voilà, il y a cet enjeu-là d'indépendance. Un enjeu aussi sur la communication autour des sciences. Il faut que quand on parle de science chez les journalistes notamment, il faut le faire sérieusement. On a vu ce qui s'est passé pendant le Covid avec le complotisme à son paroxysme, tout ce qui s'est passé autour de Didier Raoult qui a fait de l'anti-science au possible. Donc il nous faut absolument une science indépendante qui soit traitée de manière correcte. C'est une compétence aussi à acquérir, hein. Le journalisme et la science n'ont pas les mêmes règles de fonctionnement. Et ça, c'est un problème qu'on peut avoir quand les journalistes traitent de science. Un exemple très bête, mais que je connais relativement bien, en archéologie, c'est l'exemple du débat sur Alésia. Euh,
chez les journalistes, quand ils présentent un sujet, il faut qu'ils présentent les différents points de vue sur le sujet de manière équivalente et objective. Mais ça pousse parfois à l'erreur. Du coup, quand on parle d'Alésia, souvent il est présenté que c'est un site sujet à débat et qu'il y a plusieurs points de vue équivalents. Un point de vue qui est majoritaire, qui défend une Alésia présente à Alise-Sainte-Reine en Bourgogne, mais un autre point de vue qui serait minoritaire mais équivalent, expliquant que Alésia se trouve dans le Jura. Il n'y a aucune équivalence entre ces deux points de vue. Il y en a un des deux qui fait parfaitement consensus dans la communauté scientifique, alors que l'autre est revendiqué par des personnes qui ne sont pas des archéologues professionnels et scientifiques. Et personne, chez les archéologues, ne dit qu'Alésia est ailleurs qu'à Alise-Sainte-Reine en Bourgogne. Ce n'est pas un débat. On ne dit pas que c'est pas un débat parce que, alors à chaque fois, on va nous accuser de vouloir conserver une mainmise sur les domaines. Enfin, c'est complètement débile. C'est pas qu'on veut conserver une mainmise sur quoi que ce soit ou qu'il y a un diktat intellectuel ou autre, c'est qu'on le sait, il n'y a pas de souci. Alise-Sainte-Reine est un des sites archéologiques les mieux étudiés et connus aujourd'hui en Europe. On a carrément trouvé une pierre avec écrit ici était la cité des Monts du Bien. Les Monts du Bien, César l'a dit, c'est la ville d'Alésia. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de débat. Mais régulièrement, chez des journalistes, ce sera présenté comme quelque chose étant encore sujet à débat. C'est un problème méthodologique qu'il y a à la méthode du journalisme qui n'est pas la même méthode que chez les scientifiques. Ce qui n'est pas toujours grave. Si, ça peut devenir grave quand ce genre de débat est porté sur des questions de santé, par exemple. Voilà, on va se le dire. Personne n'est mort de ce qu'on a dit que Alésia était peut-être dans le Jura plutôt qu'en Bourgogne. Mais pour les questions de santé, ça peut être extrêmement grave. Donc voilà, et c'est tous ces enjeux sur aussi la communication scientifique qui sont importants. Enfin voilà, donc Stand Up for Science, c'est un mouvement, je me suis un petit peu perdu là, mais c'est un mouvement que je vous envisage, que je vous encourage très vivement à aller suivre. Ils sont sur pas mal de réseaux sociaux. Où est-ce qu'ils sont? Sur quels réseaux sociaux? Moi je les suis sur Blue Sky. Je les suis sur Blue Sky, mais où est-ce qu'on peut les retrouver? Bon, c'est dommage que sur le site internet il n'y ait pas leurs différents réseaux sociaux et non. En tout cas, voilà, moi je peux vous recommander Blue Sky. Il me semble qu'ils sont aussi sur Instagram, mais à vérifier. Il y a des journées de mobilisation, ça peut aussi parfois se traduire par des actions un petit peu plus locales. Moi je sais que c'était pour le 7 mars. On avait organisé des discussions sur ce que c'était que la science dans une des institutions pour lesquelles je travaille et que je ne citerai pas ici. Et le simple fait de regarder leurs vidéos ou d'aller lire leurs tribunes est important et d'en parler autour de vous parce que on peut avoir l'impression que c'est un problème hyper local qui touche uniquement les universitaires et les chercheurs. C'est faux, c'est tellement faux. Tout ça, ça peut avoir des conséquences sur l'ensemble de la société. Même si les scientifiques ont l'air d'être dans leur monde, etc., bah, leurs recherches ont un impact. La recherche médicale est encore une fois l'exemple le plus évident. D'autant que voilà, on vit quand même une époque de mondialisation, etc., où c'est pas anodin comme ce qui s'est passé avec le Covid. On peut pas aujourd'hui dire que ça ne se reproduira pas avec une autre souche, avec une autre maladie ou autre. Donc voilà, et puis il y a bien entendu toute la recherche environnementale, le réchauffement climatique, etc. Qui est d'ailleurs aussi un des problèmes journalistiques. Il n'y a pas de débat scientifique sur est-ce que le réchauffement climatique est d'origine anthropique et ses conséquences. Chez nous, il y a un consensus, alors je dis chez nous, je ne suis plus chercheur, mais chez les scientifiques, en tout cas, il n'y a absolument pas de débat et le consensus est hyper large. Et souvent, les gens qui vont venir sur les plateaux télé expliquer qu'il y a un débat ne sont pas des scientifiques, ou alors il faut aller voir un petit peu leurs états d'armes, mais ce sont souvent des scientifiques qui font l'unanimité contre eux, mais qui font l'unanimité aussi.
Bon, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur Stand Up for Science et j'ai envie de dire, bien entendu, de soutenir le mouvement. Allez les follow sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la lettre d'information et puis restez attentif à ce qui se passe dans le monde parce que c'est très très inquiétant. Pour vous dire à quel point c'est inquiétant, c'est que même les mathématiciens sont inquiets. Pour inquiéter un mathématicien, il faut y aller. Je déconne, bien sûr, balle perdue pour les mathématiciens, mais non, non, je pense que c'est absolument essentiel et capital. Et, euh, et c'est notre travail aussi à nous, hein, aux chercheurs, mais aussi aux vulgarisateurs en sciences, de remettre un petit peu la science au cœur de la société. Mais euh, c'est compliqué parce qu'on se bat à armes inégales. On se bat contre des médias qui ont participé à des intérêts privés qui ne sont pas ceux des scientifiques, qui ne sont pas, qui n'aiment pas, voilà, qu'on dise des vérités qui dérangent pour paraphraser Al Gore, mais quand on voit les réactions épidermiques que ça peut provoquer, quand je dis science, c'est toutes les sciences, hein, sciences humaines, sciences dures, sciences tout, enfin toutes les sciences quoi. Là, je me rappelle il y a un livre qui avait été écrit qui s'appelait Le Puits du Faux, qui expliquait avec des historiens toutes les bêtises historiques racontées au Puy du Fou, qui est un lieu, un parc à thème supposé historique, qui est en fait une machine de propagande, un roman national de l'extrême droite. Hein, c'est euh, Philippe de Villiers, je sais plus. Euh, mais c'est absolument terrible. Enfin, moi j'y suis allé une fois. Le spectacle dans le Colisée où on voit les vilains romains païens qui condamnent à mort les gentils gaulois chrétiens, c'est un non-sens historique catastrophique. Et le spectacle est beau, hein. Le Puy du Fou, c'est un beau, ce sont des beaux spectacles, les chorégraphies, les décors, tout est incroyable. Les messages véhiculés, la réécriture historique est absolument catastrophique. Et quand un livre a dénoncé ça et a essayé de rétablir les faits historiques, les auteurs ont reçu des menaces de mort. Voilà, aujourd'hui, beaucoup de scientifiques reçoivent des menaces de mort pour leur travail, pour leur discours, et ça, c'est pas possible en fait. Ça fait aussi partie des problèmes soulevés et à soulever. Et ça, c'est encouragé par, alors par une ambiance de merde, hein, on va pas se mentir, en France en ce moment, enfin dans le monde entier, hein, la montée du fascisme pue la merde, mais le fascisme s'en prend toujours aux sciences, toujours. Et quand un parti politique, et c'est souvent l'extrême droite, mais pas toujours, met le haro sur des scientifiques, sur un pan de la recherche, parce que ça leur plaît pas, et qu'ils poussent ou encouragent ou incitent de manière plus ou moins insidieuse à s'en prendre à eux, leur donne la visibilité nécessaire pour que les plus excités du bulbe d'internet aillent me menacer de mort, etc. C'est vraiment pas anodin et c'est un indice qui devrait faire dire ah, maintenant imaginez s'ils sont au pouvoir quoi. Bon, on voit avec Trump ce qui se passe. Euh, Bon voilà, là encore ce sont des liens que je vais mettre sur le Discord et on pourra en parler, se tenir au courant. Ce sont des mobilisations importantes, laissez pas tomber les scientifiques. Laissez pas tomber la recherche, laissez pas tomber les universitaires. C'est absolument essentiel. Bon, sur ces notes joyeuses, c'est dur de garder le moral avec tout ça, on va pas se mentir, en ce moment c'est compliqué l'actualité. Et, même si ça fait pas plaisir, c'est important d'en parler quand même et rien n'est sans espoir, hein. Là aux États-Unis, on a vu hier une journée de mobilisation euh, importante. En tout cas à l'échelle des États-Unis, c'est quand même énorme ce qui se passe. Même si bon, c'est bien de manifester contre Trump, mais le mieux ça aurait encore été de ne pas voter pour lui. Mais bon, la mobilisation, c'est important de s'intéresser à ce qui se passe et d'en parler et de ne pas tomber dans le. Moi je sais que j'ai tendance à ça, hein. Pas tomber dans une espèce de déprime immobilisante où on se dit c'est foutu, y a rien à faire. C'est pas vrai et ça c'est.
On peut pas perdre la guerre tant qu'on l'a pas menée, quoi. Enfin, si, on peut perdre la guerre si on ne la mène pas, mais on peut pas dire qu'on... Enfin voilà, faut pas baisser les bras avant de se battre. Enfin voilà. Bon, cet après-midi, on va faire quelque chose d'un petit peu plus joyeux. On se retrouve dans déjà 2 heures. À 17 h, on va un petit peu parler du jeu de société Défi Nature Protect. Donc voilà, ce sont des cartes à collectionner de type JCC avec des animaux. Donc ce que je vous propose tout à l'heure pour le rendez-vous, c'est déjà que moi je travaille sur ma coordination droite-gauche en miroir, voilà, c'est compliqué. Euh, on présentera très rapidement le jeu, BioViva qui fait le jeu, etc. Ensuite, on regardera la boîte principale Défi Nature Protect, le tournoi avec tout ce qu'il peut y avoir dedans. Je ne l'ai pas encore ouverte, je l'ai reçu cette semaine. Puis on fera de l'ouverture de boosters. Voilà, des boosters un petit peu particuliers. J'espère avoir une carte rare. Tout ça, ce sera... Hop là, je l'ai fait tomber, c'est nul. Tout ça, ce sera à 17 h. D'ici là, prenez soin de vous. C'est dimanche, reposez-vous si vous avez la chance de ne pas travailler. Enfin, ce qui peut être un petit peu tendancieuse, mais bon, voilà, bref, on s'en branle. Restez sages et puis à tout à l'heure. Allez, ciao, ciao!